Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le renforcement de la coopération bilatérale entre la Tanzanie et l'Ouganda. Les deux pays ont signé un accord dans le domaine de la sécurité. Un accord en vue de sécuriser la construction du pipeline est-africain. Le Bénin sur la voie de l'autosuffisance énergétique. D'ici 2025, les autorités visent un taux national d'accès à l'électricité de 75%. Un objectif qui s'inscrit dans le projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. Et puis les exportations de bananes en baisse au Cameroun. Une chute d'environ 19% a été enregistrée durant le mois d'avril par l'association bananière du pays. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'alliance stratégique de deux coalitions de l'opposition au Sénégal, Yewwi Askan-Wi et Wallu Sénégal, ont en effet décidé de s'unir en vue des prochaines élections législatives qui doivent se tenir le 31 juillet prochain. Leur but, contrer la coalition Benno Bokk Yakaar qui soutient le président Macky Sall. Si le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, a été choisi comme tête de liste de la coalition Yewwi Askan-Wi, Wallu Sénégal n'a pas encore divulgué la sienne. Quant à la liste de la coalition présidentielle, c'est l'ancien Premier ministre, Madame Aminata Touré, qui a été désignée comme tête d'affiche. Dans l'actualité également, les nouveaux membres de l'instance supérieure indépendante pour les élections sont enfin connus en Tunisie. La liste a été dévoilée par un décret présidentiel publié ce lundi 9 mai. À la tête de l'instance, Farouk Bouasker, qui occupait jusque-là la fonction de vice-président de l'ICI. Sur cette liste figurent également 6 autres membres. Rappelons qu'auparavant, l'instance était composée de 9 personnes. La Tanzanie et l'Ouganda renforcent leur coopération bilatérale. Les deux pays ont scellé un accord relatif à la sécurité de l'oléoduc qui doit acheminer le brut ougandais vers un port tanzanien. Avec cet accord, les deux États s'engagent à partager des renseignements de façon à lutter plus efficacement contre tout type de menaces, le terrorisme notamment, mais aussi les cyberattaques. Les précisions de Joël Balou. L'Ouganda et la Tanzanie ont signé un protocole d'accord sur la coopération et la sécurité de l'oléoduc. Cet accord met en avant la nécessité de conclure le cadre de coopération en matière de défense et de sécurité entre les deux pays sur l'opérationnalisation du comité de sécurité intergouvernemental pour le projet d'oléoduc de pétrole brut d'Afrique de l'Est. Cet accord met en place un cadre juridique original de mutualisation des forces de sécurité et d'opérationnalisation de ces forces pour la protection de cet ouvrage économique qui est de nature à attirer les terroristes. On sait bien que les terroristes sont attirés par les gisements de matières premières et les infrastructures de transport de ces matières premières, notamment les oléoducs. En mettant en place un tel cadre, cela peut être un modèle ou une source d'inspiration pour beaucoup d'autres pays de la région qui ont en commun des ouvrages de protection économique. Avec cet engagement, les deux gouvernements entendent partager des informations et des renseignements, travailler conjointement pour faire face au terrorisme, à la cybersécurité, au trafic d'armes. Si nous arrivions effectivement à activer le mécanisme, notamment de sécurisation, de traçabilité des armes à feu dans la zone, il est évident qu'on pourra assister à un recul significatif de la part des attaques terroristes en vue de sécuriser les investissements internationaux. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'une guerre asymétrique. Ces mouvements terroristes restent des mouvements tout à fait imprévisibles qui à tout moment peuvent ressurgir dans le néant et dans l'incertitude. En Tanzanie comme en Ouganda, le terrorisme reste une menace majeure, nécessitant des efforts et des mesures conjointes et proportionnées. Rappelons que depuis quelques années, l'Ouganda et la Tanzanie renforcent leur implication dans la lutte contre le terrorisme au niveau de leurs frontières et notamment avec le Mozambique. Le Bénin est en quête d'indépendance énergétique. Pour atteindre cet objectif, les autorités comptent débourser 200 milliards de francs CFA pour financer le projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. Objectif affiché, atteindre un taux national d'accès à l'électricité de 75% à l'horizon 2025. Plus de précisions dans ce reportage de Roberto Bogbe.
Depuis près de 5 ans, la République du Bénin a amorcé un tournant décisif en matière d'électricité. Selon les statistiques nationales, le taux d'accès est de 53,9% en milieu urbain contre 6,6% en milieu rural. L'électricité reste donc inaccessible à une large partie de la population béninoise, surtout dans les zones périurbaines et rurales. Il y a beaucoup de projets en cours qui sont sur le point d'être amorcés dans le domaine de l'énergie pour amener le Bénin à être indépendant sur le plan énergétique. Et la vision du gouvernement, c'est qu'à l'horizon 2030, qu'on puisse arriver à obtenir un accès 100% à l'énergie à moins de coût pour toutes les populations du Bénin. Pour accompagner le gouvernement dans ce projet d'électrification de tout le pays, l'offre privée semble nécessaire. L'entreprise ISMAT, qui assure la maintenance et l'exploitation des réseaux électriques, l'ingénierie et les énergies renouvelables, se montre disponible et engagée. Issem Ahamid Zounmenou en est la responsable. Pouvoir apporter des services de qualité, d'accord, de proposer des services de qualité dans tout ce que nous offrons comme travaux ou dans tout ce que nous réalisons comme projet afin de pouvoir soutenir le gouvernement de façon durable. Voilà, donc c'est ce que nous faisons et nous essayons dans ce rôle-là de chercher des partenariats techniques et financiers qui puissent nous soutenir dans la mise en œuvre de projets vraiment durables. Le Bénin a amorcé sa migration vers le mix énergétique, une formule qui permet d'avoir une part assez importante d'énergie propre. Des projets de centrales solaires sont en cours de réalisation. À travers le Millennium Challenge Corporation, des investisseurs privés multiplient des initiatives en vue de créer des mini-réseaux solaires, de quoi atteindre les zones les plus reculées du pays. Au Cameroun, la filière banane a enregistré une contre-performance au cours du mois d'avril. Durant cette période, plus de 18 000 tonnes de bananes ont été exportées contre plus de 22 000 tonnes au mois de mars. Une chute d'environ 19% dévoilée par l'Association bananière du Cameroun. Les détails avec Marie-Raphaël Antolo. Le Cameroun a exporté vers le marché international une cargaison de 18 247 tonnes de bananes en avril 2022 selon les données compilées par l'Association bananière du Cameroun. Ce taux d'exportation de bananes se situe légèrement en baisse de 4 357 tonnes, soit 19,27% de moins que les sorties de bananes réalisées au mois de mars où 22 604 tonnes ont été exportées. Depuis des années, aujourd'hui, quand on observe la nature ou alors la structure des exportations des produits du Cameroun, ils sont adossés sur les exportations de bois, de bananes, de café, de cacao et autres. Et donc, la banane représente à elle seule à peu près 6% du secteur primaire agricole de l'économie camerounaise et par conséquent, en moyenne, près de 2% du PIB national du Cameroun. En termes de performance des exportations, les plantations du Haut-Pendja ont affiché des sorties de près de 15 030 tonnes de bananes en baisse de 4 210 tonnes par rapport aux 19 240 tonnes exportées au mois de mars selon l'association bananière du pays. Elles sont suivies dans cette lancée par la Beau Plantation qui a exporté quant à elle 1120 tonnes contre 1382 tonnes au mois de mars, soit une baisse de 262 tonnes. On peut évaluer les causes aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Au niveau national, nous n'oublions pas, la crise du nord-ouest et du sud-ouest est toujours d'actualité. Elle est au centre de la baisse de productivité. Et à partir de cette baisse de productivité, on se retrouve quand même à des exportations en baisse. Cette contre-performance, selon des observateurs, se justifie par les situations sécuritaires que rencontrent encore certaines régions, notamment au nord-ouest et sud-ouest du pays, où les bananes sont généralement exportées à fort taux. Toutefois, selon les observateurs, la Cameroon Development Corporation devrait pouvoir bientôt reprendre le contrôle de ces plantations situées dans ces villes. Promouvoir une pratique qualitative du journalisme tout en assurant la défense des droits et la protection des journalistes. C'est la principale mission que s'est donnée la plateforme Journalisme et Éthique Congo, présentée à Brazzaville le 2 mai dernier. L'instance propose également des formations spécifiques aux professionnels du secteur. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzou.
La nouvelle organisation de promotion d'un journalisme de qualité intitulée Journalisme Éthique Congo défendra et protégera les droits des professionnels de l'information et de la communication. GEC a été rendu opérationnel afin de rappeler les journalistes au respect des règles qui régissent leur profession. Le souci, c'est de faire en sorte que notre métier soit réellement bien appliqué. Que ceux qui consomment l'information, que ceux qui créent des événements ne trouvent pas en nous des matières toujours à critiquer, le manque de pertinence dans ce que nous faisons. Alors que parmi nous, et nombreux d'ailleurs, je crois, ont été formés, ont reçu des formations théoriques à l'université et ont cette compétence donc de collecter, de traiter et de diffuser l'information. L'organisation Journalisme et Éthique Congo est une initiative des journalistes congolais. Ces derniers ont constaté que la plupart des organes de presse n'investissent quasiment pas dans la formation des agents. C'est ainsi que l'un des défis de cette plateforme sera le renforcement des capacités des journalistes par des formations dans un environnement évolutif. Tout ce que nous disons doit passer par la formation. On ne dit pas aux gens ne travaillez pas, ne faites pas ceci, mais nous allons mettre en avant la formation. Et la particularité pour nous, c'est que chaque fois qu'un journaliste qui fait son travail, je dis bien de façon professionnelle qui fait son travail, la particularité pour nous, c'est que nous prendrons position. Les autres organes, je ne sais pas s'ils prennent des positions, nous on prendra position. La plateforme Journalisme Éthique Congo a déjà commencé des descentes auprès des autorités politiques et des partenaires. Elle promet de veiller de façon permanente au maintien d'un climat serein avec ses institutions, notant que la pratique réglementaire et le respect des droits des professionnels de l'information et de la communication demeurent son cheval de bataille. L'un a marqué les esprits de par sa remarquable carrière, l'autre continue de briller sur le terrain. Coup de projecteur sur deux figures du basketball nigérian. Hakim Olajuwon et Giannis Antetokounmpo ont tous deux fait sensation au sein de la NBA. Leur portrait avec José Douglas. Giannis Antetokounmpo, né en Grèce, qui a marqué les esprits et rejoint sur les parquets américains par Charles Bassey, qui évolue aux côtés de Joel Embiid à Philadelphie. Le Nigeria a eu pour premier représentant au sein du basket américain Hakim Olajuwon, né à Lagos en 1963, qui a commencé le basket à 17 ans, alors qu'il voulait être footballeur et gardien de but. Des joueurs nigériens où on en trouve sur tous les continents. Bien sûr, il y a des joueurs nigérians un peu partout en Europe, surtout en France, en Italie, en Espagne. Il y en a un peu partout. Ce qui est bien, parce que ça permet de montrer que son pays est aussi bien accueilli au niveau du basket mondial. Retour sur Olajuwon, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du basket, et finira sa carrière avec 2 titres de champion, 1994 et 1995, 12 sélections aux All-Star Games. Le basket nigérien est en pleine ascension et a du potentiel. Parlons aussi de Masai Ujiri, né en 1970 à Zaria, au Nigeria, grand dirigeant du basket aux États-Unis, manager général des Raptors de Toronto. Après l'Afrique du Sud et le Sénégal, la NBA Africa a renforcé son implantation en Afrique en posant ses valises à Lagos, au Nigeria, 3e bureau de l'antenne africaine de la NBA. Évidemment, le basket nigérian progresse. Le Nigeria est un grand pays de basket et de compétition. Il y a beaucoup de joueurs en NBA, en Euroleague, de grandes divisions qui feront grandir l'équipe nationale. Maintenant, j'espère que ce sera une grosse équipe qui jouera pour la médaille aux Jeux Olympiques un jour. Le Nigeria a pour mission d'assurer le développement commercial de l'NBA et de promouvoir les initiatives de la Ligue et la pratique de ce sport chez les jeunes. La mise en place de la balle représente aussi un formidable axe de développement pour le basket nigérien grâce à la présence des Rivers Hoopers, équipe nigériane basée à Rivers State. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.